J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé et l'enseignement pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur C24+. C'est parti pour une nouvelle aventure, mesdames et messieurs. Merci de nous faire confiance. Henri Guindou, le péripatéticien, le défenseur de la veuve et l'orphelin, les sapiteurs, pour vous présenter cette émission Débat 24+. Une nouvelle semaine qui s'annonce avec un débat houlé autour de la levée du moratoire sur la peine de mort, mais aussi quel est le portrait robot du prochain gouvernement. Certains ministres qui sont bien comportés vont-ils être reconduits et les hommes délicats, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, on va essayer de comprendre tout cela dans le cours de cette émission. Et pour ce faire, j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau Jonathan Mwassa, analyste politique, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Nguindou. Et merci de répondre à notre invitation. C'est à moi d'ailleurs de vous remercier pour cette invitation. Je crois que nous passerons un très bon moment en train de réfléchir à ce qui concerne les défis de ces nouveaux gouvernements pour notre pays. Voilà. En face de l'analyste politique Jonathan Mwassa, lui c'est un prétorien, Dieudonné Panou, secrétaire national en charge de la communication au sein du parti politique Alliance des démocrates chrétiens du Congo, ALDEC, de Madame Adèle. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste Henri Guindou, les sapiteurs et les défenseurs de la vie des orphelins. Merci. Ça m'a beaucoup enchanté et je suis très flatté vraiment de me retrouver parmi les invités d'aujourd'hui. C'est une très belle occasion et puis une marque de confiance, une marque de considération à ma modeste personne. Et surtout que nous allons effectivement réfléchir autour de différentes questions d'une actualité brillante. Ça nous fait énormément plaisir. La Cour constitutionnelle a rendu les différents arrêts qui créent un véritable débat au sein de la société. Alors ma question est celle de savoir comment se porte ALDEC et son autorité morale. Je saisis cette occasion pour saluer ma princesse Adèle Kaïna Maïna, Excellence Madame le ministre du portefeuille, ministre d'État, autorité morale de l'Alliance des démocrates chrétiens du Congo, pour son sens élevé du pouvoir. C'est une culture d'ailleurs que nous avons tous intériorisée. Également, je salue toutes les autorités du parti ainsi que les camarades de notre cher parti partout où ils nous suivent. Je suis vraiment d'accord avec eux. Effectivement, la Cour constitutionnelle, qui est la plus haute juridiction constitutionnelle de notre pays, venait de rendre ses arrêts sur les différents contentieux électoraux qui lui avaient été effectivement soumis. Nous avons vu la Cour constitutionnelle faire un travail de qualité, un travail titanesque qui a presque enchanté le Congolais, n'est-ce pas, qui s'en tiennent encore aux valeurs pour les arrêts de la Cour constitutionnelle, même si certains qui ont réhabilité, d'abord l'Alliance des démocrates chrétiens du Congo, n'est-ce pas, qui a atteint l'essai et qui a proclamé Maman Princesse Adèle Kaïna Maïna comme députée nationale élue de la circonscription de Sandoa. Ça fait débat. Je vous dis pour votre information. D'ailleurs, tous les membres de Sandoa étaient effectivement à l'IS. Mais je vous dis
Au jour d'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte dans le réseau social, effectivement, que c'est embrasé par les publications de politiques, des politiciens véreux, des politiciens mal intentionnés, des politiciens bois qui ont ingurgité dans la population, dans les différentes couches sociales, les venins juridiques. Et c'est ce qui a brouillé beaucoup de gens, effectivement, beaucoup d'intellectuels, à mal de formation, qui confondent aujourd'hui les choses, et surtout autour de l'erreur matérielle, sans à comprendre les tenants et les aboutissants. Ne pas comprendre c'est quoi l'erreur matérielle. Et quand est-ce qu'on peut saisir la Cour constitutionnelle pour erreur matérielle? Ça, c'est vraiment ce qui fait aujourd'hui, n'est-ce pas, couler d'encre dans les mondes politiques. Mais pour vous, la vérité est de quel côté, à votre avis? Je vous dis, la Cour constitutionnelle a fait un travail impeccable. C'est une autre cour qui mérite respect, constituée de juges aguerris, très outillés, très sages, qui ont une expérience exceptionnelle dans les domaines juridiques, dans les domaines constitutionnels. C'est pour cette raison que vous avez vu cette cour qui a travaillé de façon exceptionnelle, qui mérite d'ailleurs notre respect, bien entendu notre respect, a fait son travail dans le respect de valeurs, dans le respect des lois du pays, en rétablissant dans le droit, effectivement, ceux-là qui l'ont mérité. Même si aujourd'hui, d'ailleurs là je vais vraiment souligner, que sache bien qu'une décision judiciaire ne fera jamais unanimité. C'est pour cette raison, quand il s'agit des juridictions inférieures, il y a toujours le voie des recours, effectivement, qui s'ouvre. Mais comme au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est vrai qu'il y a aussi effectivement le voie des recours qui s'ouvre, mais ce ne sont pas les voies des recours ordinaires et extraordinaires, comme bien entendu il s'agirait pour les juridictions inférieures. Non, non. Là, effectivement, il s'agit bel et bien de voies des recours, n'est-ce pas, qu'on saisit la Cour constitutionnelle en interprétation, n'est-ce pas, de sa décision, dès lors qu'il y a certains passages de sa décision qui sont difficiles à comprendre ou qui sont effectivement ambigus, qui sont amphibologiques, qui sont obscurs. C'est vrai, là, on saisit la Cour pour obtenir meilleure interprétation afin de partager effectivement, bien entendu, le parti litigant. Et on saisit vraiment la Cour pour erreur matérielle. Erreur matérielle qui porte bien entendu sur de simples mentions. Quand il s'agit d'un nom, si le nom est mal écrit, si la date effectivement est mal écrite, s'il y a un problème, le chiffre qui n'est pas bien transcrit, le nombre est consort, c'est là effectivement qu'il se pose un problème par rapport à l'erreur matérielle. Et l'erreur matérielle ne modifie en rien les contenus de la décision, bien entendu, du juge constitutionnel. Très bien dit, Maître Dieudonné Panou. Voilà. Il faut dire que la Cour constitutionnelle, elle est aussi une jeune juridiction, dans le sens que sa création, elle est récente, mais elle est aussi au sommet, n'est-ce pas, de l'appareil judiciaire de notre... Le problème, s'il vous plaît, le problème n'est pas au niveau de la jeunesse de la Cour constitutionnelle, bien que sa création soit récente, mais le problème, bien entendu, ici, qui mérite d'être évoqué, c'est par rapport à l'expérience des animateurs de cette cour, de cette institution. Là, effectivement, personne ne peut aujourd'hui s'en douter que cette cour est constituée de juges aguerris. En commençant par le président de cette cour. Vous avez vu ce qu'a été le sens d'abord de l'orientation du débat, n'est-ce pas? Le sens, bien entendu, de sa prestation. C'était beau à voir et beau à entendre. C'était juste l'avant-goût. Et ça, c'est vraiment... C'était l'avant-goût. Je reviens à vous, Jonathan Mwassa. L'actualité politique, elle est légion au pays. Fixée aux lèvres, accouchée, vous embrassez quelle est l'actualité? Je commence là où Maître a essayé de conclure. J'aimerais ajouter, soit aller dans le sens où il a analysé. Je sais que Madame Adèle Kaïnda, je crois, la ministre... C'est parmi d'abord des ministres, quand vous regardez pendant
législatives, vous allez voir que c'est parmi des ministres qui se sont démarqués par leur manière de travailler, d'une manière, par rapport d'abord à sa moralité. Vous allez comprendre que non, il a essayé de travailler à fond, de travailler sur certaines choses par rapport à son ministère. Elle est parmi les ministres qui inspirent la confiance du chef. Très bien, qui inspirent la confiance du chef, qui se sont démarqués. Puisque même si certains ont déçu cette confiance du chef. Bien sûr que oui, certains ont déçu, mais quand on prend la madame Kaïnda, vous voyez que non, elle s'est démarquée pas mal par certaines actions et par son sérieux dans le travail. Moi, je voudrais prendre un peu un aspect politique par rapport à ces points que Maître vient de balayer. Certes, il a fait les analyses juridiques. Moi, je veux prendre le côté politique, un aspect politique. Vous voyez, même quand vous regardez comment ça se dessine actuellement, par rapport à la moralité, par rapport au travail, comme je viens de dire, on a besoin de gens qui vont travailler dans ce sens-là. Alors, pour nous, d'une manière politique, si on peut analyser, c'était important que Madame Kaïnda se retrouve parmi les gens qui porteront la voix du peuple. C'est-à-dire, aujourd'hui, voir Madame Kaïnda dans le Parlement, pour nous, c'est pas une surprise. C'est pas une surprise d'abord. Vous attendez déjà ça? On attendait ça, oui. On savait sur le plan politique, il y a un poids, il y a un sérieux, il y a quelque chose, il y a le fond, il y aura quelque chose, il y aura un apport, il y aura une réforme quelconque que cette dame-là peut apporter et qui peut pousser notre pays vers l'avant. Donc c'est vraiment important. Je ne sais pas les éléments de preuve qu'il a apportés, mais il faut savoir, vous savez, dans certains pays, dans d'autres cieux, quand la cour déjà, elle décide, la cour comme ça, la plus grande cour du pays, elle décide, il faut prendre ces arrêts-là au sérieux. Il faut arrêter les débats. Il faut arrêter les débats. Enterrer ce qu'il faut être enterré. Puisque d'ailleurs, il faut être sérieux. Très bien. C'est la plus grande cour de notre pays. Maître vient d'expliquer ici, si on veut attaquer un arrêt de la cour, c'est par rapport à une interprétation. Donc, il a utilisé un article, et cet article-là, il est tellement flou, il est tellement sombre, on peut demander à la cour d'interpréter un passage. Mais on ne peut pas attaquer l'arrêt de la cour pour qu'on change encore une décision. Là, c'est très difficile, là, ça ne peut pas passer. Alors, une cour pareille doit être respectée. Et quand elle décide comme ça, on doit prendre au sérieux sa décision et voir comment ça peut évoluer dans les jours à venir. Très bien dit. Donc, on doit arrêter ces débats-là de juridisme, tout ça, aller dans les fonds. Oui, je crois que ça a été... Ils ont respecté la procédure, ils ont respecté certains principes juridiques. Et ce qui est important, c'est qu'ils se sont décidés. Et je ne vois pas aussi, par rapport au profit de la personne, je ne vois pas la place de la contestation. Je ne vois pas la place de la contestation. Très bien. Non plus, je ne vois pas Madame Kaïnda hors de l'Assemblée nationale. Je la vois pas. On va évoluer. C'est vrai que la matière, elle est légère. On va essayer d'avancer. Voilà, il faut dire que déjà que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont d'exécution office. Il faut exécuter. Voilà, les débats viennent après. Voilà. Alors, défis et perspectives du prochain gouvernement. Quel est le portrait robot du prochain gouvernement? Il y a des ministres qui se sont distingués. Certains ont rendu le travail comme il fallait. Alors là, avec les arrêts de la Cour constitutionnelle, nous avons déjà l'image de la composition de l'Assemblée nationale, mais aussi des assemblées provinciales, avec déjà l'image, n'est-ce pas, de poids politique. On sait que l'UDPS est au front, voilà, avec quelques députés de plus. Voilà, il y a l'UNC qui occupe la 3e position, il y a l'AFDC, voilà, qui se bat, voilà, à la 3e position, mais déjà tout se dessine. À votre avis, Maître Dieudonné Panou, quel est, à votre avis, le prochain gouvernement? Quelle est l'image? Quel est le prototype? Allons-nous avoir un gouvernement éléphantesque ou laconique, à votre avis? Merci beaucoup, monsieur le journaliste Henri Ngindou, pour cette question importante. Et je sais combien vous êtes intelligent, parce que déjà, ça s'est fait sentir dans la formulation des questions. Merci pour le compliment. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, nous devons premièrement réfléchir sur les contextes dans lesquels notre pays se trouve. Ça, vraiment, c'est effectivement très important de partir de cette réflexion. Et afin de voir, de dessiner, bien entendu, ou soit de voir quelle sera, bien entendu, la forme du gouvernement qui interviendra dans les tout prochains jours. Parce qu'on ne doit pas s'amuser. Et il faut voir quels sont les différents défis, n'est-ce pas, auxquels le prochain gouvernement fera face. Quels sont les fléaux qui jugulent effectivement le pays
et qui requiert que le prochain gouvernement, n'est-ce pas, puisse bien entendu le résoudre. Ça, c'est vraiment, ce sont des questions, détails auxquels nous allons vraiment essayer de réfléchir pour édifier bien entendu l'ensemble de nos téléspectateurs qui nous suivent en ces moments. Alors, aujourd'hui, que le formateur effectivement est à pied d'œuvre, n'est-ce pas, sur les différentes missions qui lui avaient été confiées par le chef de l'État, conformément à notre constitution du 18 février 2006, telle que révisée en 2011. En attendant effectivement que son rapport, bien entendu, soit remis au chef de l'État, je crois qu'il avait déjà fait un pas et il lui avait été demandé, bien entendu, de pouvoir aller compléter son rapport. Et lui aussi, à son tour, il attendait que la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, puisse rendre ses arrêts pour pouvoir poursuivre avec son travail. Parce qu'il s'était posé un problème tel que ceux-là, n'est-ce pas, certaines formations politiques ou certains regroupements politiques qui avaient déclaré qu'ils avaient autant de députés, mais après, effectivement, le travail de la Cour, certains ont été invalidés. Vous voyez que maintenant, le nombre de députés a été vraiment revu à la baisse. Alors comme ça permettrait bien entendu d'équilibrer les choses sur le poids politique de chaque formation politique. Alors, aujourd'hui, que la RDC, effectivement, se trouve confrontée à des différents défis, nous allons essayer de les regrouper, ou soit de les catégoriser. Nous avons les défis, bien entendu, sécuritaires, n'est-ce pas, qui reste un défi les plus majeurs. Une épine dorsale. Vraiment, qui reste un des plus majeurs, parce que la condition liée à la sécurité demeure une condition majeure et impréalable vraiment pour tout le développement de tout pays sérieux, ou la prospérité bien entendu de tout pays sérieux. Et surtout qu'aujourd'hui, notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous appelons affectueusement les Josué de la RDC, milite pour bien entendu la constitution d'un État fort, n'est-ce pas, d'un État fort, prospère et autres. Eh bien, il doit pouvoir faire un bon casting pour la formation effectivement d'un bon gouvernement qui fera face à ces défis, qui fera face à cette situation qui, au jour d'aujourd'hui, n'est-ce pas, engendre des conséquences désastreuses parce que l'Est du pays, au jour le jour, n'est-ce pas, au jour le jour, est en proie de la guerre. Ce sont vraiment les ennemis, les agresseurs, n'est-ce pas, qui sont en train d'aujourd'hui de tuer, de massacrer, les carnages aujourd'hui effectivement dirigés contre les Congolais, n'est-ce pas? Et au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas à qui vraiment se fier, à qui effectivement se confier, parce que même les fils de ce pays, les filles de ce pays se trouvent vautrés, sont derrière les agresseurs, les ennemis de ce pays. Et ça, c'est un problème. Et pour cela, la sécurité vraiment du pays requiert une attention vraiment tout à fait particulière pour bien entendu son maintien. Alors, nous avons la sécurité bien entendu sociale, n'est-ce pas? Nous avons la sécurité sociale, plutôt les défis sociaux, les défis économiques, les défis juridiques, hein, les défis juridiques, judiciaires, et les défis dans les domaines de la défense. Très bien. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Aujourd'hui, nous avons besoin que nous ayons un gouvernement sérieux qui pourra apporter des solutions durables aux différents problèmes que nous avons dans ce pays, dans les différents secteurs. Et là, maintenant, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons vraiment? Qu'est-ce que nous relevons maintenant comme problème? Parce qu'à ce niveau des choses, nous demandons à ce que notre président de la République, n'est-ce pas, ne puisse pas, s'il veut réussir ce mandat, n'est-ce pas, tenir compte du poids politique, de partis politiques ou des regroupements politiques pour la formation du gouvernement. Il fallait qu'il puisse bien entendu prendre en compte les critères liés à la compétence des citoyens conscients qui comprendront sa vision, qui pourront s'approprier de sa vision, qui pourront même vraiment épouser la vision du chef de l'État. Comme ça, chaque ministre dans son secteur, au regard des assignations qui lui seront faites, n'est-ce pas, se vertuera à apporter un plus, n'est-ce pas, un plus, à apporter une lueur d'espoir par des actions concrètes, par des actions de haute envergure et à impact visible qui pourront, n'est-ce pas, résoudre le problème qui se pose dans chaque domaine. Déjà, il y a des jalons importants qui sont déjà posés.
par, bien entendu, les gouvernements, n'est-ce pas, actuels, même si, eh ben, il y a eu certaines failles, parce que là, effectivement, on ne peut pas se désolidariser, bien entendu, de ça, pour ne pas dire qu'effectivement, tout a été aux élites, tout a été bien fait. Non, non, c'est vrai qu'il y a eu des ministres qui se sont distingués dans ces gouvernements. Et là, ce sont les efforts, ce sont effectivement des membres du gouvernement que le chef de l'État mettra encore à profit pour les prochains gouvernements afin de poursuivre. Soufflez que je vous relance, que je donne une pause. Je reviens à vous, Jonathan Mwassa. C'est vrai, dans ces prochains gouvernements, il y a beaucoup de défis sécuritaires, économiques, tout ça. À votre avis, est-ce qu'il y a un ordre de priorité dans le classement des défis pour le prochain gouvernement? Bien sûr, il y a vraiment une échelle qu'on doit respecter. Puisqu'il y a toujours des choses qui sont nécessaires, importantes et qui sont urgentes. Vous voyez, et quand nous regardons aujourd'hui, nous allons voir qu'il y a des points qui sont très très urgents par rapport à notre pays. Et par exemple, ce que Maître a parlé, vous voyez, moi je vais commencer, je vais dire quelque chose de très 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 important par rapport au défi qui est en train de frapper au devant de ces gouvernements. Parce que vous allez savoir que ces gouvernements a le plus grand, moi je dirais le plus grand défi de la RDC sont devant eux. Puisque nous sommes dans une période où la RDC a perdu son aspect étatique, vous voyez. Tout à fait. Il y a l'autorité de l'État qui est un peu perdue. Il y a l'autorité de l'État qui est perdue. Il y a une partie de la République qui est prise par le rebelle, nous le savons très bien. Alors, répondre à cette force étatique, c'est la première des choses que le gouvernement doit avoir. C'est l'urgence des urgences, quoi. C'est-à-dire, le gouvernement doit entrer en travail avec cette mentalité. C'est comme si c'est un gouvernement je ne dirais pas de guerriers, mais qu'ils se mettent dans cette peau-là des militaires. Très bien. Des gens qui viendront, des warriors, si vous voulez. Des gens qui viendront attaquer le point important qui est la guerre et prendre la grande partie de la RDC, pour ne pas dire l'Est, la partie de la RDC qui est prise par le rebelle de M23. C'est très très important. Et quand on quitte l'aspect sécuritaire, moi je dirais il y a vraiment l'aspect social qui est en train de frapper. Je dis toujours, il y a une phrase ici, j'aimerais dire ça très bien, si le président de la République derrière il nous suit, il doit savoir que non, le réforme, c'est l'élément de base pour un développement. Pour les changements. Pour les changements, pour qu'on aille de l'avant. On regarde, dans notre pays, pour que l'on sente que nous sommes en train de progresser, des fois on regarde mal. Il y a des points que nous observons très mal. On n'a pas besoin qu'un député construise une route, on n'a pas besoin qu'un député construise un pont, non. On n'a pas besoin d'un ministre qui vient, on acclame pour lui parce qu'il a fait quelque chose qui revient à son travail. C'est-à-dire, on lui paye pour ça et il vient et nous, on va clamer pour lui. Non. C'est-à-dire, on peut remarquer que cet État est en train d'avancer, cette nation est en train de progresser par de réformes. Des réformes, très bien dit. Ouais, les faits et les actes peuvent passer, mais de réformes. C'est-à-dire, c'est un gouvernement qui doit venir avec des réformes sociales, de réformes économiques qui permettront à la RDC d'être très statique. Vous allez voir que non, on peut venir avec des ambitions, de projets, mais cela doit être mis dans une forme de réforme. Vous allez regarder le gouvernement passé, si vous essayez de faire une analyse politique, une analyse simple, vous allez remarquer, peu de ministres ont fait passer leur projet de loi à l'Assemblée nationale. C'est pendant que les ministres ont ces droits-là, ils peuvent venir avec un projet de loi, ça passe. Alors, vous allez voir peu de ministres. Pourquoi? Parce qu'on ne travaille pas dans le fond, on ne travaille pas dans les réformes. On ne travaille pas. Alors, moi, je dirais le président de la République doit être, comme nous avons un gouvernement bicaméral, le président de la République dirige le Conseil des ministres, il doit être très exigeant. Il doit coincer un peu le gouvernement dans le sens là. Il doit voir les réformes sur la table. Il doit voir comment les ministres sont en train de travailler pour qu'on évolue économiquement. On n'a pas besoin de certains actes. On a besoin des réformes économiques et sociales. Je prends un exemple. Là, le gouvernement passé, il y a un problème. Juste quand le deuxième gouvernement est venu, Sama 2, il y a eu un problème avec la pénurie du maïs. Ouais, vous savez, quand la pénurie ça s'est fait sentir dans la région de Grand Kassai. Quand cela est arrivé, vous allez voir qu'on a un problème de réforme ici. Le président de la République a dit maintes fois qu'on devait avoir la revanche du sous-sol sur le sol. C'est-à-dire, nous, on ne produit rien. Toute notre richesse, c'est-à-dire tout notre budget même de la République,
devra va dans être le sens, orienté. voilà. C'est-à-dire, on doit prendre le sol, le sol doit avoir les revenus sur le sous-sol. C'est-à-dire, ce que nous avons comme richesse de la matière première, c'est-à-dire, ça varie dans les marchés. Vous allez voir aujourd'hui, l'or augmente, demain, c'est le cuivre qui baisse. Alors, on doit être capable de produire quand même, de produire certaines richesses qui vont nous amener. Souffrez que je vous relance, souffrez que je vous garde encore, souffrez que je vous garde. Je vous reviens avec une question sur l'aspect économique, parce qu'il faut savoir, est-ce que le mandat de Tshisekedi au second quinquennat doit-il réussir en stabilisant l'assiette du Congolais? Parce qu'il faut que les Congolais puissent manger jusqu'à sa fin. Est-ce que la réussite, n'est-ce pas, du prochain, mais je reviens vers vous. Désolé pas nous, moi ma question c'est de savoir, est-ce que lorsque vous évaluez certains secteurs qui ont connu la réussite, est-ce que par rapport aux résultats, doit-on nous dire que certains ministres doivent être reconduits? Justement, oui. Je reste tout à fait positif quant à cette question. Pourquoi? Parce que dans ces gouvernements, Sam Lukonde 2, il y a eu bien entendu les ministres qui se sont hautement distingués par la qualité de leurs prestations dans leurs ministères respectifs. Je peux vous en citer quelques-uns, effectivement, qui se sont démarqués parce qu'ils ont effectivement fait un travail, n'est-ce pas, axé sur la culture du résultat, parce que nous disons chez nous, au sein de notre parti, conformément à notre doctrine, notre doctrine qui est tout à fait axée sur la culture du résultat. Nous disons que le résultat est le baromètre qui nous permet à nous auto-évaluer à l'issue de chaque action entreprise. Très bien. Voilà. Et je vous cite par exemple Maman Princesse Adèle Kainé-Moïna, qui a fait vraiment un travail de titan au sein du ministère du portefeuille. Aujourd'hui d'ailleurs, chose qu'il faut relever, c'est que sachant de l'ensemble de Congolais, n'est-ce pas, qui ont vu l'engagement, la rigueur, n'est-ce pas, dans la façon de travailler de cette... Nous sommes au cours du mois de la femme. Ah, mais tout à fait, vraiment, je lui rends beaucoup d'honneur pour ça. Et bien, elle reste aussi la figure emblématique de la femme congolaise. Eh bien, une fierté, un modèle pour la RDC, pour la femme congolaise. Eh bien, elle inspire, tout à fait, elle inspire la femme congolaise. Eh bien, c'est pour cette raison que nous militons et nous demandons au chef de l'État cette fois-ci de pouvoir aussi penser à mettre, n'est-ce pas, nommer une femme comme première ministre. Très bien. Comme ça, on pourra aussi voir comment une maman va conduire aussi vraiment les prochains gouvernements et pour évaluer, n'est-ce pas, la prestation, la capacité managériale de la femme à la tête du gouvernement. Très bien. Les hommes sont passés par là. Parlons résultats de ceux qui doivent être reconduits. Voilà. Je parlais de ma précédente Maïna, qui a vraiment apporté des réformes tout à fait importantes dans le secteur des entreprises publiques et dès vraiment son accession à ce ministère. Le premier travail effectivement qu'il avait fait, c'était d'abord la révision, plutôt c'était quoi il y a eu bien entendu... une structuration. Pardon? Une structuration au sein de... Oui, il y a eu effectivement, elle a apporté différentes restructurations au sein des entreprises publiques, n'est-ce pas? Et aussi, il y a eu un travail de fond, un travail méticuleux, n'est-ce pas? Qui a effectivement apporté pour qu'au jour d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Les entreprises publiques soient ce qu'elles soient, soit ce qu'elles sont aujourd'hui. Et puis quand vous regardez très bien, au jour d'aujourd'hui, il ne se pose pas un problème, n'est-ce pas, dans le secteur du portefeuille. Aujourd'hui, elle a beaucoup milité pour assainir la gouvernance des entreprises publiques parce que c'est aussi vraiment un des éléments clés du développement, n'est-ce pas, des entreprises publiques au jour d'aujourd'hui. Parce que si effectivement il n'y a pas une bonne politique de la gouvernance, de la gestion des entreprises publiques, il se poserait un problème parce que les gestionnaires de ces entreprises, n'est-ce pas, n'auront pas une ligne de conduite bien déterminée et ils ne pourront pas, bien entendu, gérer ces entreprises de façon à leur permettre de pouvoir satisfaire, bien entendu, à l'intérêt général, n'est-ce pas, aux besoins d'intérêt général, parce que
Au jour d'aujourd'hui, vu les caractères des entreprises publiques, n'est-ce pas, vu les caractères des entreprises publiques qui sont censées satisfaire aux besoins d'intérêt général, il fallait à la tête du ministère du portefeuille qu'il y ait quelqu'un qui maîtrise déjà bien ce secteur et qui pourra effectivement faire à ce que le résultat soit tout à fait escompté. Je prends le ministre, le vice-premier ministre, de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Mais je vous dis, même le chef de l'État l'a reconnu récemment lors de la conférence de la presse. La qualité du travail abattu par le ministre... Les résultats parlent à la place de l'homme. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, c'était vraiment un travail titanesque, un travail de qualité. Et il s'est distingué aujourd'hui. Vous avez vu même les fonctionnaires de l'État lors du dépôt de sa démission. Mais, en tout cas, tout le monde était en larmes. Il ne voulait pas que le ministre, que Jean-Pierre Liaou puisse partir. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'avec Jean-Pierre Liaou, pendant tout ce temps, effectivement, qu'il a pu occuper ce ministère, il y a eu des différentes réformes qui ont été effectivement portées. Il y a eu, oui. Sauf que je mène sur un autre terrain. Est-ce que vous pensez que la question de la sécurité durant ces premiers quinquennats, est-ce qu'on peut être fier des résultats jusqu'ici observés sur le terrain? Je vous dis, pour moi, par rapport au travail, n'est-ce pas, à la démarche qui avait été entreprise par les gouvernements en place pour la question sécuritaire de l'Est du pays, je dis oui, il faut quand même encourager et il faut féliciter, bien qu'il se pose encore de sérieux problèmes, mais très bien. Le démarche effectivement continue. On ne sait pas encore arrêter. Vous encouragez. Il y a déjà, très bien. Il y a déjà, comme je l'ai dit, il y a vraiment des signaux forts, n'est-ce pas? Il y a des signaux forts de la volonté politique engagée du chef de l'État avec bien entendu les gouvernements, de pouvoir trouver une solution palliative aux problèmes sécuritaires qui se posent à l'est du pays. Et ça... non, écoutez-moi. Souffrez que je vous reprenne à la moindre escarmouche. Souffrez que je vous reprenne. Parce que, en fait, c'est vrai, les résultats sont bons, mais vous émettez aussi des réserves parce que la volonté politique est au rendez-vous. Mais souffrez, non, je n'ai pas émis de réserve. J'ai dit, j'ai encouragé. Très bien. Parce que si vous regardez au jour d'aujourd'hui, avec les différents voyages, n'est-ce pas, que le chef de l'État a entrepris dans le cadre de la politique diplomatique, n'est-ce pas, dans le cadre de la diplomatie, parce que les soucis étant de pouvoir nouer de partenariats, n'est-ce pas, sur le plan international pour la question sécuritaire de l'Est du pays, n'est-ce pas, qui reste une préoccupation majeure pour le chef de l'État ainsi que le gouvernement congolais, eh bien, pour votre information, il y a eu des retombées, il y a eu des résultats positifs parce que au jour d'aujourd'hui, si effectivement ce n'était pas pour l'activisme du chef de l'État, si ce n'était pas pour l'engagement fervent du chef de l'État, on n'allait pas déceler l'ennemi, n'est-ce pas, qui est le Rwanda. Le Rwanda qui est derrière le M23, n'est-ce pas, et qui nous agresse le jour comme la nuit. Merci. Je reviens à vous, Jonathan Mwassa. À votre avis, pour que ces nouveaux quinquennats soient réussis, est-ce qu'il faut résoudre la question du social des Congolais? Je dirais oui. C'est là où d'ailleurs que j'étais en train de finir ma pensée. Les problèmes du social se pointent à l'horizon. Il est très 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 important. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, le social pose un problème. C'est comme ça que je parlais de réformes économiques en tout cas. Il faut qu'il y ait des réformes économiques puisque c'est très très important. Je parlais, regardez dans ces quinquennats passés, vous allez voir, il y a eu une pénurie de maïs. Et cette pénurie de maïs, ces problèmes-là n'a jamais été résolu sur base de réformes. C'est-à-dire il fallait réformer un côté, il fallait que le ministère de l'Agriculture travaille sur ça, puisqu'aujourd'hui, pour régler ces problèmes, regardez ce qu'on a fait. On a exonéré les taxes de certains affairistes qui travaillent dans ces secteurs-là pour qu'on ait quand même le coût qui sera très réduit pour que le maïs soit au marché. Mais l'État est en train de perdre encore. On a beaucoup de défis, on a la guerre à l'Est. Ces taxes-là pouvaient nous permettre d'avancer en termes d'économiser pour avoir quoi nourrir nos militaires et puis avancer ces secteurs de la défense. Vous voyez, mais quand nous exonérons les taxes comme ça, c'est l'État qui est en train de perdre. C'est pendant qu'il fallait voir dans ces secteurs-là, voir comment réformer, voir comment on pouvait faire. Avec les maïs, vous allez voir, la production des maïs, Est-ce que nous-mêmes on produit, est-ce que les Congolais produisent? C'est une culture très facile, ça fait que 6 mois. Nous prenons tout d'ailleurs. C'est-à-dire, on pouvait le faire aujourd'hui, on allait avoir les maïs, on allait nourrir. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup plus de sérieux dans ces secteurs ici. Moi, je pense que le président de la République doit essayer un peu de coincer. Il y a
vous savez, on a réparti les ministères, il y a le ministère d'État, mais il y a des ministères qui sont clés par rapport aux besoins de la population. Alors ces ministères-là doivent être coincés. Et puis là, il faut vraiment que l'on regarde, j'ai aimé ce que Maître a dit, il ne faut pas regarder, le poids politique c'est bon, mais regardez la compétence et la moralité sont deux côtés très très... Vous voyez, dans notre pays, la politique est en train de prendre le dessus sur tout. Mais il faut voir la compétence et la moralité parce que il faut que le ministre moule les maillots dans cette période. Alors il faut qu'on ait des gens compétents qui ont la capacité de répliquer en urgence. La capacité de donner des résultats en mode urgence. Très bien. Puisque nous en sommes. Donc il faut donner des résultats rapidement, très rapidement. Donc moi je pense que ça doit aller dans ce sens-là. Et je dis, moi je n'entre pas dans ces débats de citer les ministres qui vont revenir, de citer les noms comme Maître l'a dit. Je ne vais pas dans ce sens-là. Moi je pense qu'au lieu place de citer les noms, on doit mettre un certain critérium qui fera ce que tout le monde sera en face de ces critériums. Si c'est OK, chacun qui va satisfaire. Voilà, il va satisfaire, il passe. Et donc, pourriez-vous conclure par rapport au sujet du portrait robot? Pourriez-vous conclure comme ça, j'accorde la parole à Maître pour conclure. On passe à un autre sujet parce que le temps n'est pas notre allié. Votre conclusion par rapport au portrait robot? J'aimerais dire ceci par rapport à plusieurs défis qui sont en train de lier notre pays. On doit avoir, comme je viens de lire, il y a une phrase là, on doit avoir un gouvernement qui sait répondre à l'urgence. Très bien. Donc un gouvernement qui sait répondre en mode, nous sommes dans l'urgence, on doit répondre, il faut des solutions très rapides et des solutions qui vont satisfaire la population d'une manière très. Merci beaucoup Jonathan Mouassa, je reviens vers vous, ne pas nous, de façon synthétique. Quelle est l'imagerie politique du prochain gouvernement? Non, permettez-moi, même accordez-moi quelques secondes, n'est-ce pas, pour un peu revenir sur la situation de ma présidente Kaina Maïna, dès son accession au ministère du portefeuille. Elle a commencé par la revue des entreprises du portefeuille. Très bien. Ça, c'était vraiment un premier pas qu'il a pu effectivement entreprendre dès son accession. Et là, c'était vraiment pour faire un état des lieux des entreprises du portefeuille avant de faire l'amorce du travail de fond. Ça, c'est vraiment un travail méticuleux qu'il avait effectivement entrepris à cette époque-là. Et aujourd'hui, vous voyez ce qu'est devenu le portefeuille. Il n'y a plus même les mouvements de grève comme à l'époque. Il n'y a plus encore effectivement les problèmes, bien entendu, des cadres d'espace d'occupation pour permettre, bien entendu, aux agents du ministère du portefeuille de travailler dans les conditions sereines, confortables, comme effectivement ça se passe sur d'autres sujets. Alors maintenant, en ce qui concerne, bien entendu, l'imagerie politique, le prochain gouvernement. Que serait le prochain gouvernement, je vous dis, nous devons avoir le ministre, n'est-ce pas, le ministre qui ont l'intelligence, n'est-ce pas, des situations. Très bien. Tous les ministres, effectivement, n'ont pas l'intelligence des situations. Il y a certains qui s'adaptent en retard. Qui s'adaptent, n'est-ce pas, qui s'adaptent, n'est-ce pas, qui s'adaptent aux circonstances, aux situations qui se présentent. Et les situations, quand elles se posent, il faut qu'il y ait des ministres qui doivent sauter sur l'occasion et apporter des solutions en urgence. Comme nous avons toujours dit, circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Voilà. Et cela permettra, n'est-ce pas, au chef de l'État, n'est-ce pas, d'être bien entendu dans le mouvement qui permettrait le gouvernement à réussir les différents objectifs qui se sont vraiment assignés pour l'amélioration des conditions de vie. En dernière position en termes de conclusion par rapport au sujet de la levée du moratoire, juste une conclusion, on n'a pas beaucoup de temps, juste une conclusion. Je sais que vous avez beaucoup d'articles en tête, je sais que vous avez beaucoup d'arguments. Juste en termes de conclusion, parce que le temps n'est pas notre allié, pour ou contre la levée du moratoire sur la peine de mort telle que prévue par la note circulaire du ministre de la Justice. Je commence avec vous, Jonathan Mouassa, et finir avec Donnez pas nous. Avant cela, donnez-moi quelques secondes pour brosser. J'aimerais dire, en ce qui concerne la sécurité, la question que vous avez posée, s'il y a eu quand même des éléments qui sont... Est-ce qu'il y a des avancées? Des avancées, je dirais, là c'est... moi, dans mon avis, je dis non, on n'a pas beaucoup plus avant. Non, moi je suis un peu sceptique par rapport à ça. J'ai dit non, on n'a pas avancé. Mais ce n'est pas la faute seulement du gouvernement non plus du président de la République, parce que cette guerre-là, elle est structurelle, vous voyez. La manière dont cette guerre-là, elle s'est plantée dans notre pays, pour la résoudre, ça ne demande pas 5 ans du mandat du chef de l'État. C'est une guerre qui doit être réglée d'une manière très profonde. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce que le gouvernement est en train de faire. Mais en termes de résultats, on n'a pas encore atteint plus de 50%. On est en train de tourner à rond. Et je crois que ça ira avec la volonté politique que notre président de la République a. Ça ira et puis ça donnera de résultats. Je crois que ça ira en tout cas. Moratoire. Et par rapport au... Moratoire.
Je pense que pour moi, je dis... Vous voulez tuer les gens? Oui, il faut... À un certain temps, il faut aller dans ce sens-là. Vous savez, moi, je suis un amoureux de la politique internationale. Dans d'autres cieux, quand je prends le pays qui a la plus grande démocratie, comme nous le disons, les États-Unis. Les États-Unis. Il y en a. C'est-à-dire, il y a des points où quand tu touches comme ça, il y a la peine de mort, tu pars. Tout à fait. Et quand on sait, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont très, très, très exigeants. Ils disent, même quand un ministre vole, on doit... Il faut élargir la mesure jusqu'au ministre. Il faut élargir. Au voleur en cravate. C'est cette décision. Il faut aller même au voleur. Ceux qui volent, c'est une peine. Mais il faut faire attention ici. Le monde est maintenant régi par certaines lois. Je crois que Maître va en parler très bien. Il y a ce qu'on appelle le droit de l'homme. Il y a le droit... Voilà. Nous avons ratifié plusieurs chartes qui protègent les droits de l'homme. Et nous y sommes. Donc, s'il faut aller dans ce sens-là, il faudrait respecter pour que la RDC ne tombe pas aussi dans des sanctions très bêtes qui vont nous reculer en termes de devenir une nation. Il faut faire trop attention. C'est une décision à prendre, mais il faut aller. Nous avons des bases, nous avons des lois, nous avons des chartes que nous avons ratifiées. Il faut les respecter. Il faut respecter le droit de l'homme. Mais je pense qu'à un certain temps dans notre pays, ça vaut la peine d'aller dans ce sens-là. Parce que puisque nous sommes en train de voir, moi d'ailleurs je dirais, il faut élargir. Très bien. Parce qu'on veut frapper très fort pour aller très loin. Merci. Je reviens à vous donner pas nous. Est-ce que vous êtes pour que les gens soient tués parce qu'ils trahissent les pays? Je reste très sérieux sur cette question importante parce que... J'apprécie votre sérieux. Oui, nous avons tellement constaté qu'il y a eu même vraiment nos propres frères, n'est-ce pas, congolais, qui nous ont quittés pour rejoindre le M23, le mouvement rebelle. Les terroristes, n'est-ce pas, et commencer à tuer leurs propres frères. Et vis-à-vis de ces gens, carrément, on ne doit pas être complaisant. Ce sont vraiment les gens qui méritent bien entendu la peine de mort. Et nous avons constaté, il y a eu vraiment un temps où notre président de la République, le chef d'État, avait été taxé vraiment de tous les mots. Il y en a, le dictateur. Il y en a vraiment, non, il y en a qui disaient qu'il est trop laxiste, il y en a qui disaient que c'est un patin. Un patin, voilà, on se rappelle l'expression. Mais au jour d'aujourd'hui, que le chef de l'État, n'est-ce pas, a pris cette mesure courageuse. Et il faut d'abord relever une chose avant de basculer sur quoi que ce soit, que le moratoire, n'est-ce pas, a un délai. Parce qu'il y en a qui estiment qu'aujourd'hui, si vraiment le moratoire vraiment a été levé, c'est vraiment une illégalité. Non, le moratoire a un délai. Dès lors qu'un moratoire, n'est-ce pas, n'a pas une durée, n'a pas un délai, c'est déjà une illégalité. Très bien. C'est pour cette raison que depuis 2003, que le moratoire, n'est-ce pas, a été suspendu, et au jour d'aujourd'hui, que le chef de l'État, à travers le gouvernement, a jugé opportun de lever le moratoire relatif à la peine de mort pour que tous ceux-là qui vont s'évautrer, n'est-ce pas, dans les différentes infractions qui portent atteinte à la vie Est-ce qu'on se soucie aussi de l'image, de la pensée, de ce que pense la communauté internationale quand on est pour la peine de mort? Qu'est-ce que la communauté internationale pense? Parce que la même communauté internationale voit comment la RDC est en train d'enregistrer le perte récurrente en vies humaines. Qu'est-ce qu'elle va penser? Moi d'ailleurs, je mets... S'il vous plaît. Oui. Et puis, nous militons pour le maintien de cette peine de mort. Pour votre information, nous luttons que ces gens-là, n'est-ce pas, qui ont rejoint, bien entendu, les terroristes, soient vraiment tués, soient mis à mort ici, chez nous. On n'a pas vraiment besoin de subir quoi que ce soit. Et vous avez constaté, il y a eu des déclarations même de certains prélats, de certains de certains hommes d'église qui ont fustigé vraiment les comportements du chef de l'État. Pour dire qu'il ne fallait pas qu'il puisse lever le moratoire relatif à la peine de mort. Et là, nous déduisons à partir de ces déclarations que derrière M23, il y a beaucoup de mains. Derrière M23, il y a beaucoup de gens qui sont dans les institutions et il faut des enquêtes méticuleuses et rigoureuses pour que tous ces gens soient décelés et qu'ils puissent tous vraiment, qu'ils soient vraiment, condamnés. Merci. Moi, j'aimerais compliquer. Oui, ça s'inscrit vraiment dans une sphère pédagogique. Les autres, effectivement, n'est-ce pas, qui penseraient... Il faut faire trop attention, je dirais. Même le prélat, quand ils ont réagi, ce ne sont pas que non. Il y a M23 derrière, mais la plus grande crainte derrière ces moratoires, c'est quoi? C'est que ça peut prendre des connotations politiques ou des règlements de comptes. Alors, on risquerait encore de tomber dans les sanctions.
La communauté internationale peut commencer maintenant à nous sanctionner parce que ces gens-là vont commencer à se plaindre qu'ils sont victimes de certaines décisions. Je précise pour un peu éclairer mon co-débatteur. Ça ne sera pas vraiment, ça ne pourra pas tomber dans le règlement des comptes. Pourquoi? Eh bien, le prévenu bénéficiera bien entendu de la totalité du droit de recours reconnu à tout prévenu. Eh bien, il va interjeter appel, n'est-ce pas? Il va interjeter appel jusqu'à aller à la cassation. C'est dès lors que le jugement maintenant, dès lors que le jugement sera déclaré irrévocable, qu'à ce moment-là, il sera là, nous demandons le sérieux de la justice. Merci beaucoup pour que la justice soit très sérieuse parce que c'est un domaine qui touche la vie. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est très dangereux, il faut en faire trop attention. C'est la fin de votre émission. Merci de l'avoir suivi. C'est très dangereux. Merci à Dieudonné Panou, merci à Jonathan Mwassa, merci pour ces débats. On se fixe rendez-vous très prochainement pour une autre aventure. Merci. Merci. J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé, l'enseignement, pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur 74+.